Donc, nous avons vu que le secteur de l'agriculture est en pleine mutation depuis quelques années. On parle même de troisième révolution agricole. Elle est aussi au cœur des plus grands enjeux du XXIe siècle. Dérèglement climatique, souveraineté alimentaire, raréfaction des ressources naturelles, mais aussi énergie renouvelable. L'agriculture correspond à elle seule à 12 des 17 objectifs de développement durable définis par les Nations Unies. Le thème de cette conférence, donc les enjeux pour la recherche en agritech et ses applications à l'échelle de la France, de la Belgique, mais aussi de l'Union européenne. Donc bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents. On accueille Philippe Jacques, vice-doyen recherche à la faculté de Gambloux, mais aussi directeur de l'unité mixte de recherche transfrontalière. Bonjour Jacques. Bonjour. Nous accueillons Claire Rojac-Gaillard, directrice scientifique adjointe à agriculture à l'INRA. Bonjour Claire. Aussi Alde Wilkens, désolé si j'écorche un peu votre nom, chef du département relations stratégiques avec la recherche à l'université de Gand. Bonjour Alde. Alexandre Termier, professeur université Rennes 1, co-auteur aussi du livre blanc Agriculture et numérique. Bonjour Alexandre. Erwan Persson, enseignant-chercheur INRA. Bonjour. Bonjour Erwan. Et enfin Jacques Ouéry, directeur de la stratégie de recherche et partenariat Institut Agro. Bonjour Jacques. Alors, ma première question, elle est assez simple mais assez forte de sens. Quelle vision portez-vous à l'égard des innovations actuelles et à venir dans l'agriculture? Et en quoi ce sont de vrais défis, en quoi ce sont des vraies priorités à vos échelles respectives? Donc on va commencer peut-être par vous, mesdames. Claire, peut-être la première à prendre la parole et à faire défiler votre diapo de présentation. Merci. Le diapo. Oui, alors bonjour à tous. Alors écoutez, c'est un honneur d'être parmi vous pour parler d'agritech et de partager au fond nos agendas de recherche. Alors je vais essayer de trouver mes diapos. C'est pas les bonnes, hein. Je passe jusqu'à ce que je les trouve, c'est ça? On nous a demandé de préparer quelques petites diapositives, donc nous sommes pliés à l'exercice. Ok. Bon, on va commencer par l'ordre, en fait. Désolé. On va commencer par Philippe, désolé. Bon. Je voulais être galant, mais... Oui, eh bien, désolé aussi. Bonjour à toutes et à tous. Pour répondre un peu à la question, je vais présenter en fait une structure un peu originale qui a été créée justement entre la France et la Belgique en 2020, 1er janvier 2020, qui est une unité mixte de recherche transfrontalière. Alors, c'est une structure tout à fait unique puisque c'est une structure en fait qui vise à développer, je dirais, un centre de référence en ingénierie biochimique appliquée à l'agriculture, l'agroalimentaire, l'environnement et la biotechnologie. Sur cette diapositive, vous voyez un peu le schéma de toutes les UMR qui existent au niveau de l'INRAE, et donc c'est une structure unique en son genre puisqu'elle va regrouper des chercheurs du côté belge de l'Université de Liège et du côté français d'un certain nombre d'universités et du centre Hauts-de-France de l'INRAE. Alors, c'est 400 personnes, cette institution. Pourquoi bioéco-agro? Parce que ça reprend un certain nombre de mots-clés que l'on développe dans le cadre de cette structure et qui sont en relation avec l'avenir de l'agriculture et aussi de l'agroalimentaire. Donc, vous voyez les mots biocontrôle, bioprocédé, biopréservation, biomolécules, bioéconomie, biotechnologie, écosystème, procédés respectueux de l'environnement, on va dire, agronomie, on aurait pu ajouter agroécologie aussi, agroalimentaire et agroressources. Alors je vais pas être très très long, mais je vais m'attacher un tout petit peu à l'organisation de cette structure et vous montrer un petit peu en quoi cette structure est un peu une perspective de l'agriculture du futur, quoi. Agriculture et agroalimentaire, parce que d'abord dans cette structure, on a séparé les chercheurs en trois pôles, trois clusters.
Le premier est plutôt un pôle qui est en relation justement avec le développement futur, notamment de l'agroécologie dans un contexte de changement climatique. Donc là, on y retrouve effectivement les chercheurs de l'INRAE, on y retrouve les chercheurs de Jean Blou notamment, qui sont impliqués dans le développement de l'agroécologie, mais vous le verrez aussi avec des dimensions en relation avec le digital et le numérique. Ensuite, deuxième partie qui est un peu différente peut-être de tout ce dont on a discuté aujourd'hui, mais c'est un peu les applications de l'agriculture, mais pas tellement nécessairement dans le domaine de l'agroalimentaire, mais plutôt dans le domaine de la recherche de nouvelles biomolécules qui peuvent être soit extraites des plantes, soit extraites des micro-organismes, notamment ceux qu'on retrouve dans le sol, et qui ont des applications qui quittent le domaine, je dirais, de l'agronomie et de l'agroalimentaire, mais parfois qui reviennent, notamment au travers de nouveaux biopesticides dont je parlerai un tout petit peu tout à l'heure. Et le troisième cluster est justement alors le cluster qui est plutôt en relation avec le food et le feed et le concept One Health. Donc, on a ces trois clusters, mais on a aussi 4 grands blocs clés. On a appelé ça des transversalités. Dans cette structure, si vous voulez, on a des équipes de recherche à l'intérieur de chaque cluster, mais on a aussi décidé de créer des lieux, un peu comme le think tank dont on parlait tout à l'heure, là, des lieux qui sont des laboratoires d'idées, où on essaye de faire émerger des nouvelles approches qui croisent en fait des compétences et des disciplines un peu différentes. Et donc, c'est les 4 mots que vous avez dans les flèches vertes, là, biocontrôle, valorisation des agro-ressources, biopréservation et coprocédés. Et je vais m'attarder peut-être un tout petit peu sur un exemple, celui du biocontrôle, puisque on est en fait aussi en région wallonne responsable de ce qu'on appelle une initiative d'innovation stratégique, qui est en fait un nouvel outil que la région wallonne s'est un peu donné au cours de ces derniers mois pour essayer d'identifier quels sont les secteurs qui devaient percer, je dirais, dans l'avenir au niveau économique. Et nous sommes porteurs en fait d'une IIS qui s'appelle Digi Biocontrôle. En fait, l'idée est justement de mettre en commun les gens qui travaillent dans le domaine du digital et du numérique avec les gens qui développent de nouveaux biopesticides, de nouveaux agents de biocontrôle. Donc c'est du smart farming, mais du smart farming très ciblé, qui a pour objectif d'essayer de faire en sorte que des biopesticides aujourd'hui qui sont quelque part développés par les recherches, notamment au sein de l'ERMRT Bioéco-Agro, mais qui n'ont pas encore la possibilité de se développer d'un point de vue économique, puissent le faire grâce à l'apport justement du numérique et du digital. Et ça couvre à la fois la dimension, si vous voulez, je dirais, d'application, enfin, je dirais d'abord la dimension de suivi des maladies au niveau du champ, par des capteurs, par exemple, qui vont détecter la présence de spores d'un champignon qui est responsable d'une maladie particulière, d'outils qui vont permettre d'aller au bon moment, au bon endroit et à la bonne dose distribuer le nouveau biopesticide et de ce fait limiter la quantité de biopesticides à répandre. Et ça, évidemment, c'est un gros avantage parce que la plupart de ces biopesticides ont un coût de production qui est bien supérieur à celui des pesticides de synthèse. Donc, pouvoir mieux cibler à quel moment et en quelle quantité il faut les distribuer permet de résoudre ce problème économique. Mais ça va aussi jusqu'au tout l'aspect dont on a parlé peut-être encore un peu aujourd'hui, mais c'est un peu tout le développement de ces produits qui vont aider l'agriculture, qui nécessitent le développement de procédés, de bioprocédés, qui eux aussi sont très coûteux en énergie et qui ont parfois eux-mêmes un impact sur l'environnement qu'on ne mesure pas toujours et pour lequel, là aussi, avec l'aide du numérique, on peut essayer de réduire tout cet impact. Donc voilà, c'était un peu pour vous brosser un exemple d'une structure un peu originale qui porte cette recherche pour l'agriculture du futur. Et voilà, on pourra encore parler d'autres exemples par la suite. Merci beaucoup Philippe. Passons finalement enfin la parole à Claire. Claire, d'après vous, quelles sont les recherches prioritaires dans le secteur de l'agritech et quelles sortes de partenariats il faut-il promouvoir ?
Alors, pour commencer, je voudrais vous rappeler que INRAE, donc c'est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Donc, c'est un organisme de recherche public qui a une vocation d'application. Alors, je souhaiterais au fond positionner les différentes priorités de recherche liées à nos recherches sur notamment l'agritech dans un contexte qui a déjà été évoqué précédemment, qui est celui des nombreuses questions et problématiques qui au fond sont couplées les unes aux autres et qui nous concernent. Je vous ai mis sur cette diapositive une représentation de ce qu'on appelle a Safe and Just Operating Space. Au fond, c'est une manière de visualiser quelles sont nos frontières et nos limites planétaires, certaines d'entre elles étant largement dépassées, en partie dues aux pratiques agricoles. Donc il y a le changement climatique, il y a les flux de phosphore et d'azote, il y a également la transformation de l'usage des terres, et puis tout ce qui est perte de biodiversité. Et je tiens à ce titre au fond à évoquer aussi cette biodiversité invisible qui a été évoquée à plusieurs reprises avec tout ce qui est micro-organismes, notamment dans les sols. Et donc ça, c'est aussi une biodiversité qu'on a au fond longtemps négligée. Et donc au fond, on définit ces planètes, ces limites planétaires qui sont au fond une manière de faire quelque chose qui va être safe, c'est-à-dire qu'en fait, il faut les préserver. Et puis en fait, on veut aussi avoir des limites pour ce qu'on appelait le just, c'est-à-dire au fond des limites à la fois sociales, inclusives. Et au fond, il faut qu'on arrive à opérer nos systèmes agricoles au sein de c'est conceptualisé par une forme de donut, en fait. Donc vous voyez, l'extérieur, c'est les limites planétaires, l'intérieur, ce sont les limites sociales et économiques. Donc il faut arriver à opérer nos systèmes agricoles dans ce Safe and Just Operating Space. Et donc il faut donc construire un agenda de recherche qui soit en partenariat évidemment avec tous les porteurs d'enjeux sur toute la chaîne de valeur. Et on va s'attaquer au changement climatique, à la biodiversité, à l'apport en nutriments. Et on est en fond face à de nombreuses transitions qui sont simultanées. Il y a donc la transition du changement climatique, donc il faut s'adapter et puis en même temps réduire nos impacts sur le changement climatique. Et puis il y a la décarbonation de l'agriculture. Et puis il y a les transitions alimentaires qui ont été évoquées tout à l'heure aussi. Et donc au-delà de simplement, on va dire, végétaliser un régime alimentaire, il faut regarder précisément ce qu'il y a dans une protéine, c'est-à-dire qu'il faut aller au grain des acides aminés. Et au fond, ce n'est pas si simple de remplacer une protéine animale par une protéine végétale. Au fond, derrière ces apports en protéines, il y a aussi des apports en acides aminés. Il faut regarder ça précisément pour voir au fond quels sont les impacts sur, évidemment, l'impact environnemental de ces changements, mais également l'impact sur la santé humaine. Et puis il y a aussi tout ce qui est renouvellement des générations d'agriculteurs. Et on voit que selon les pays, en fait, le renouvellement est un petit peu différent. Il y a des livres qui sortent sur une agriculture sans agriculteurs, c'est-à-dire qu'au fond, même le métier d'agriculteur évolue. Et dans ce contexte d'agritech, au fond, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Alors, je dirais que la chance qu'on a, c'est au fond, malgré toutes ces difficultés, c'est d'avoir un agenda partagé avec notamment le Green Deal, le Pacte vert européen, qui nous donne un agenda partagé pour les transitions. Et je pense que toute la journée, on pourra voir comment nous sommes alignés entre la France et la Belgique. Alors ici, je voudrais simplement brièvement vous rappeler un certain nombre d'attentes en fait, qui sont portées par INRAE. Si on va regarder au fond ce lien entre les transitions, l'apport du numérique et les objectifs agroécologie, on voit qu'on a besoin d'améliorer tout ce qui est autour de la prédiction et de l'anticipation, si on veut changer les pratiques, si on veut être plus parcimonieux sur un certain nombre d'usages, à la fois d'intrants ou de médicaments. En fait, il faut savoir anticiper le fait que si on voit des modifications de comportement d'un animal, par exemple, il faut pouvoir le traiter suffisamment tôt pour peut-être ne pas avoir besoin d'antibiotiques. Ensuite, il faut contribuer à la sobriété digitale. On n'est pas là pour dire que le numérique doit se développer à tout crin, quel que soit au fond son coût pour l'environnement. Donc la manière de développer de manière parcimonieuse le numérique, c'est un enjeu qui est vraiment important en tout cas pour INRAE. Et puis ensuite, on s'inscrit dans une démarche d'open science et d'open data, c'est-à-dire qu'on est bien conscient qu'il faut produire des données, il faut avoir des métriques, il faut pouvoir mesurer un certain nombre d'objets, un certain nombre de paramètres.
mais il faut aussi pouvoir en donner l'accès. Et puis l'objectif, c'est quand même de générer de nouvelles informations qui vont pouvoir contribuer à façonner des nouveaux outils d'aide à la décision. Et donc tout ça doit nous aider à réduire au fond les charges de travail. On voit que dans un certain nombre de cas, le métier d'agriculteur évolue, il faut qu'il soit attractif, il faut que les charges de travail baissent. Et puis ensuite, améliorer tout ce qui est pratique et puis prise de décision pour l'agroécologie. Alors vous a été souligné au fond l'investissement d'INRAE avec le plan France 2030. Donc on est résolument mobilisé au fond pour répondre à un certain nombre de stratégies d'accélération, notamment une qui est sur tout ce qui est agriculture durable et puis contribution aux nouveaux équipements pour l'agriculture qui contribuent à la transition écologique. Donc il ont été définis des programmes équipements prioritaires de recherche, donc qui ont cet acronyme de PEPR. Donc il y en a un autour de l'agroécologie et du numérique. Et vous voyez qu'il est coporté par INRAE mais également INRIA. Et en fait l'objectif c'est vraiment d'associer le numérique, les équipements, la robotique, mais également les ressources génétiques pour la transition agroécologique et l'adaptation aux changements et aux aléas climatiques. Donc vous voyez ici, il y a une combinaison au fond de leviers qui vont être travaillés ensemble de manière à promouvoir cette transition agroécologique. Ensuite, il y a un autre PEPR autour de la sélection végétale avancée. Donc ont été mentionnées l'édition des génomes et les New Breeding Technologies et il va y avoir dans ce travail, par ce PEPR, un gros travail aussi sur l'édition des génomes des plantes pour essayer de voir comment combiner au fond l'amélioration génétique classique avec de l'édition de génome qui pourrait cibler des caractères d'intérêt, notamment le stress hydrique. Et puis il y a un autre programme prioritaire de recherche qui était sur cultiver et protéger autrement. Donc ici, en fait, on est sur des recherches assez amont, mais qui ont vocation à s'interfacer avec tout ce qui peut être l'innovation. Et puis ensuite, il y a des grands défis sur la robotique agricole qui est portée par Robagri, qui a été mentionné tout à l'heure. Et puis un autre aussi sur le biocontrôle et les biostimulants. Donc vous voyez au fond qu'il y a toute une panoplie au fond de mesures, d'actions de recherche à proximité d'innovation, à proximité des porteurs d'enjeux, et qui couvrent toute une portion au fond de la chaîne de valeur sur l'agritech. Et pour finir sur les partenariats, je pense qu'on est tous bien conscients de l'importance de l'interdisciplinarité, l'importance aussi de mettre en place des consortiums originaux qui associent à la fois des acteurs privés et des acteurs publics, et de partager aussi des infrastructures. Ensuite, ce que l'on soutient aussi assez fortement, ce sont les Living Labs, parce qu'ils permettent de codéfinir au fond des objectifs et d'associer tous les porteurs d'enjeux dès le début de la construction d'un projet. On est aussi impliqué dans les politiques publiques et par exemple, là, il est mentionné un projet ARPA qui a au fond comme objectif de contribuer à vérifier au fond la sécurité d'un certain nombre de développements robotiques en lien avec des recommandations qui pourraient être faites par l'OCDE. Et puis ensuite, on a aussi tout cet objectif de partage des données. Et pour ce partage des données, au fond, il faut partager des questions. Et je pense que ça fait partie, au fond, d'un enseignement et puis d'une démarche qui doit être à la fois collective, co-construite, avec des partenariats qui sont largement renouvelés, avec l'objectif de servir tous les porteurs d'enjeux. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Claire. Alde. Bonjour. Alde, du coup très intéressant avec la perspective belge que vous allez pouvoir nous apporter. Quelles sont, comme Claire, la même question, les top priorités dans la recherche en agritech et quels sont ces enjeux ? Good morning, ladies. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais commencer avec les défis. Avant de parler des enjeux et des défis, je vais rapidement présenter mon université. Donc, l'université de Gand est une des plus grandes universités belges. Nous avons presque 50 000 étudiants. Et ces étudiants ne sont pas seulement des étudiants locaux, nous avons environ 6 000 étudiants internationaux. Donc, cela fait déjà plusieurs années que nous essayons d'attirer des étudiants internationaux dans différents domaines pour avoir une communauté plus dynamique, pour avoir des points de vue et des apprentissages de partout dans le monde.
C'est pour cela que nous changeons aussi beaucoup de nos programmes, que nous avons des programmes en anglais. Sur environ 200 programmes, nous en avons environ 75 en master anglais. Ensuite, nous avons aussi comme vision de communiquer, de faire de la recherche partout dans le monde. Donc, nous avons ouvert un campus international en Corée. Et ce dernier grandit d'année en année et accueille de plus en plus de membres des communautés asiatiques. Donc, on a déjà entendu beaucoup de panélistes et on a aussi parlé des défis techniques, des réglementations, des cadres politiques. On a aussi parlé de l'acceptation des consommateurs, des besoins et des demandes du marché et bien sûr de l'éducation et de la formation des agriculteurs. Donc je ne vais pas répéter tout ce qui a déjà été dit. Je vais parler de mes défis de façon un peu différente. Et je pense que le premier défi dont j'aimerais parler, c'est que nous devons nous trouver, nous identifier mutuellement. Je pense que cela est extrêmement important dans notre communauté internationale et dans notre vision de l'Université de Gand aussi, de travailler ensemble. Pas seulement parce que nous voulons apporter nos innovations technologiques sur le marché, mais aussi parce que nous devons trouver des financements internationaux et donc nous ne pouvons pas travailler sans. Et donc j'ai demandé à mes collègues de présenter les collaborations avec la France. Et ma collègue Sylvia, qui prendra la parole cet après-midi, vous parlera davantage des coopérations au niveau européen. Mais mes collègues m'ont donné une liste de pas moins de 65 collaborations avec différentes institutions françaises. Et je dois bien le dire, j'étais ravie de voir cette liste parce que ça montre qu'on se porte bien, qu'on fait du bon travail, qu'on collabore de façon internationale et que l'on réussit à se trouver dans le domaine de la bioéconomie circulaire, de la durabilité, de la biodiversité. Dans le travail multi-acteurs aussi, nous travaillons ensemble sur différents projets. Dans la santé et le bien-être des animaux aussi, que nous ne devrions pas oublier, et dans l'ensemble de la chaîne agroalimentaire. Alors, bien sûr, la question, c'est de savoir si on peut encore s'améliorer. Est-ce que l'on continue à travailler exclusivement avec les mêmes partenaires ou est-ce qu'on étend nos partenariats et nos collaborations? Donc, nos analystes ont identifié les écueils et ont identifié les institutions avec lesquelles nous travaillons déjà en France, notamment. Et donc, on a très vite identifié la bioécologie et les plantes et les parasites comme étant des écueils. Et je pense que personnellement, ça pourrait vraiment être une opportunité gagnante-gagnante pour l'avenir. Il y a aussi le domaine de l'Afrique avec les sécheresses, le climat et la sécurité alimentaire qui a été identifié par nos experts. Si on unit nos forces, je pense que l'on pourra rapidement renforcer nos compétences et être compétitif dans ce domaine. Alors, dans l'image en fond, vous pouvez voir nos tours climatiques que l'on a construites dans le bassin du Congo. Je suis sûre que la plupart d'entre vous ne le savaient pas, mais nous sommes à la recherche de collaboration dans le domaine. Et ce projet est très important là-bas au Congo parce qu'il nous aidera à construire une chaîne agroalimentaire plus durable en Afrique. Et je pense que c'est aussi une bonne façon d'imaginer le futur et de mettre en œuvre notre vision. Nous devons aussi identifier les forces de chacun
dans le domaine. Je pense qu'il faut identifier les organisations avec lesquelles nous pouvons travailler, desquelles nous pouvons dépendre éventuellement à l'avenir. Et donc, je saisis à nouveau cette occasion pour présenter nos différents établissements, nos différentes installations qui sont liées bien sûr à l'agriculture, mais qui ne sont pas nécessairement 100% dans le domaine agricole. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, nous avons un hub, un pôle d'experts et d'infrastructures, mais nous avons aussi des centres d'apprentissage. Donc, par exemple, pour ce qui est de la microscopie, par exemple, tout le monde n'est pas expert dans le domaine, mais cela vous permettrait peut-être d'obtenir plus d'informations sur un projet ou sur un défi que vous souhaitez relever. Donc, vous allez trouver des experts du domaine qui vous aideront à lancer votre projet, qui vous aideront à concevoir votre expérience et qui vous guideront en fait dans le processus, ou si c'est très complexe, qui feront le travail pour vous. Donc, vous trouverez des experts, des infrastructures, mais il s'agit aussi d'un service pour les partenaires externes qui ont peut-être besoin d'une expertise en particulier et qui aimeraient travailler avec nous. Donc, il s'agit aussi de prestataires de services ici. Le troisième défi que j'aimerais mettre sur la table ici, c'est qu'il nous faut des investisseurs en matière d'innovation. Pourquoi est-ce important? Eh bien, parce qu'en tant que chercheurs, que développeurs, qu'universités, nous travaillons à différents niveaux. Mais si vous voulez mettre une innovation sur le marché, il faut faire énormément de tests. Et bien sûr, cela a un coût important. Donc, c'est là que les investisseurs interviennent. Mais pas seulement. Les investisseurs peuvent apporter bien plus que des financements parce qu'ils connaissent le marché, ils connaissent le business, ils ont des réseaux que nous n'avons pas. Donc, ils peuvent nous apporter beaucoup plus que seulement l'aspect financier. Donc, si je parle d'innovation que nous développons pour l'instant au sein de l'université, eh bien, je pense par exemple aux biostimulants. Les biostimulants sont un produit qui ont le potentiel de remplacer différents produits chimiques visant à protéger la bonne santé des plantes. On a aussi un autre exemple qui est l'agriculture de précision. Donc, il peut s'agir du développement de robots agricoles, par exemple, mais je ne pense pas que c'est l'aspect le plus important. Ces robots peuvent, par exemple, déterminer exactement à quel endroit du terrain, du champ, un engrais spécifique est nécessaire. Donc, on peut vraiment, grâce aux robots, passer au niveau supérieur en matière d'agriculture de précision. Donc, plus tard cet après-midi, vous pourrez aussi écouter le pitch de Chiara Giudi, qui présentera son idée au jury d'investisseurs. Et ce qui est très intéressant dans ce qu'elle nous présentera, c'est qu'on peut aussi travailler sur de nouvelles protéines, des protéines qui pourraient remplacer les antibiotiques, par exemple. Ces nouvelles protéines peuvent être efficaces en agriculture, notamment pour la bonne santé des plantes. Donc, vous entendrez un récit très intéressant plus tard et je ne vais bien sûr pas rentrer dans les détails pour l'instant parce qu'il y a d'autres orateurs qu'il nous faut écouter et parce que de toute façon, Chiara prendra la parole pour nous en dire plus tard. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté les défis auxquels nous faisons face. J'espère que la discussion sera enrichissante et merci aussi à nos interprètes.
Alexandre Termier. Bonjour Alexandre, merci d'être présent aujourd'hui. Alors Alexandre, je rappelle professeur universitaire Rennes 1 et aussi co-auteur du livre blanc Agriculture et numérique. Alors numérique, ça tombe bien parce je pense qu'on va bien en parler aujourd'hui et c'est un gros sujet. Justement, pourquoi le numérique est-il indispensable et apparaît-il comme un véritable pilier de cette révolution agricole ? Alors, belle question. Merci pour l'introduction. Forcément, je ne vais pas être honnête, puisque comme je suis informaticien, je vais vous dire, bah oui, évidemment, le numérique est un pilier pour la révolution agricole. Après, je ne vais pas trop m'avancer en disant ça, puisqu'il est à peu près un pilier dans tout maintenant. J'imagine que, par exemple, les expériences les travaux qu'on a vus avant avec les champignons à la ferme digitale, il y a certainement eu des données qui ont été collectées. Je regarde pour être sûr de ne pas dire de bêtises, des expériences, des modèles. Donc oui, mais ça coûte pas grand-chose à dire. Comme je vais juste vous mettre un joli QR code comme ça, si vous voulez faire quelque chose pendant ma présentation, vous pourrez aller regarder le livre. Comme mes slides ne répondent pas à la question, je vais essayer de le faire à l'oral. Pardon. Merci. Le numérique est un pilier, que ce soit dans le monde agricole ou dans les autres mondes, pour une raison simple. On a jusqu'ici, les données que vous collectiez étaient assez faibles. Et donc, s'il y a une centaine d'années, chaque agriculteur, en fait, il avait une bonne connaissance de son champ parce qu'il avait des données, il en avait, mais qui n'étaient pas forcément disponibles aux autres. Elles étaient dans sa tête et il était capable de se faire son propre modèle de son exploitation et de se débrouiller avec. Mais maintenant, en fait, on a des problèmes plus compliqués à régler que les agriculteurs d'il y a 100 ans, parce qu'on a envie de raisonner sur une grande variété de conditions. Et en plus, on a une pression pour nourrir les gens qui a augmenté, puisqu'il y a plus de gens, et on a en même temps le climat qui est en train de changer, a priori plus que ce que c'était il y a 100 ans. Donc, forcément, ça rend les choses plus compliquées. Donc, comme on veut comprendre plus de choses à une plus grosse échelle, on a besoin de plus de données et on a besoin, du coup, de l'aide de méthodes qui vont être capables de construire des modèles à partir de ces données et de nous donner des éléments de réponse. Alors, vous avez déjà entendu un petit peu dans les différentes présentations, on veut produire plus, produire de façon plus durable, en étant sobre. C'est ce qu'on appelle en français, bon courage aux traducteurs, vouloir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Ça ne va pas être facile, hein. Si je vous donne un exemple qui vous dit pourquoi ça ne va pas être facile, parce que c'est facile de dire ça sur un plateau puis de dire tout va bien se passer, ou dans un parlement européen, mais je vais vous mettre dans une situation que vous connaissez sans doute bien. On va sur l'interface de Booking, vous êtes en train de préparer vos vacances à Biarritz par exemple, et pour simplifier, je vais considérer que vous ne regardez que les hôtels notés 8, précisément 8 sur 10. Et vous avez deux critères, le prix de la chambre et la distance à la plage. Donc, vous voyez, ces deux critères qui sont importants pour vous. À votre avis, est-ce que l'hôtel le moins cher, noté 8, j'entends, sera le plus près de la plage? Ben non. Il y a un espace des hôtels, des prix des hôtels et des distances de plage qui fait que quand vous êtes loin de la plage, vous finissez hors Formule 1 à très très loin de Biarritz, mais c'est pas cher. Et si vous voulez être près de la plage, mais noté 8, vous allez être dans un hôtel qui va vous coûter beaucoup trop cher. C'est normal. Et donc, en fait, si vous regardez le carré blanc qui est fait par votre espace, il est peuplé par une espèce de forme. Et si vous prenez la limite de cette forme, entre les hôtels qui sont soit très près de la plage, le moins cher à certaines distances de la plage,
ou le plus près, mais indépendamment du prix, vous faites ce qu'on appelle un front de Pareto. Et c'est une forme, et elle n'est pas magique, et elle ne va pas aller se mettre dans les coins de l'espace où on aurait envie. Et donc en fait, plus on va collecter de données, plus on va être capable de voir, dans notre espace qui est infiniment plus compliqué que le petit espace simple que je vous ai montré, où est-ce que les différentes solutions se posent et où est-ce qu'on va pouvoir avoir envie d'aller. Et du coup, bien sûr, plus vous rajoutez des dimensions, ah oui, alors il faut que ce soit efficient, oui, mais attention, il faut aussi que ça produise tel type de protéines, ah oui, mais il faut aussi que ce soit sobre et tout, plus vous rajoutez de dimensions, plus votre espace est horrible. 2 dimensions, on arrive à imaginer, 3, ça va, mais si je vous demande de regarder une forme en 3 dimensions et que je la fais un peu compliquée, vous n'avez pas trouvé ça drôle. 4, on va passer avec une forme compliquée qui bouge. Et bien sûr, là, les problèmes qui nous intéressent, ils sont au minimum en 10-12 dimensions, si je simplifie très très brutalement. Vous doutez que pour mettre des points dans toutes ces dimensions, et des points un peu partout pour que vous sachiez où vous êtes, ça va demander beaucoup de collecte de données. Ah oui, mais si vous collectez beaucoup de données, ça va aussi vous demander des capteurs en grande quantité qui vont coûter du matériel et de l'énergie. Zut, vous avez perdu sur une dimension. C'est juste pour vous montrer qu'en fait, le numérique va nous permettre de mieux comprendre l'espace des... Enfin, je dirais là, je suis à très haut niveau, hein, l'espace des différentes solutions qui s'offrent à nous. Et pour ça, il va falloir en récolter plus et ça va nous permettre de mieux choisir dans quelle direction aller. Alors après... donc si je faisais un peu plus sur les problèmes techniques, c'est horrible les données agricoles. Je vous parle en tant qu'informaticien, parce que tout a l'air super, et quand on regarde, pour de vrai, c'est comme dans beaucoup d'autres domaines, c'est le bazar. Parce que, ah oui, on a un capteur de température sur la vache. Ouais, bon, on est informaticien, hein, un capteur de température, c'est facile. Ah oui, mais des fois la vache, elle boit, et du coup ça refroidit le capteur, et du coup il dit n'importe quoi à ce moment-là. Donc on est obligé de mettre une correction, on ne sait pas trop comment elle est faite. Ah, super. Ah oui, mais là, la vache, elle s'est éloignée du point de réception, donc on n'a plus de données. Ah oui, mais c'était peut-être un moment important. Ah bah oui, mais on n'a plus de données. Ouais, super. C'est pareil. Il vous faut des données, donc en plus, elles ne sont pas très propres, donc il faut gérer des données avec incertitude. Ça, c'est un gros problème qui n'est pas encore résolu. Puis vous en avez plein. Il faut les étiqueter, les données, les modèles. L'apprentissage de modèles, ce n'est pas magique. Il faut que vous disiez au modèle ce que vous devez voir. L'étiquetage de données, là, c'est fait par des humains, donc ça coûte du temps, ça coûte de l'argent, et si vous le faites mal, vous avez juste perdu votre temps et votre argent, au hasard. On filme des animaux, et puis il faut étiqueter leur comportement, donc est-ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils font ça, et ça. Vous donnez bien sûr ça à faire à des stagiaires, parce que ça coûte moins cher, un stagiaire. Vous leur donnez pas des consignes précises, parce que ils sont pas cons, ils sont capables de voir est-ce qu'ils sont en train de manger et tout. Chaque stagiaire va étiqueter à sa façon, va peut-être écrire en texte avec un texte différent. Donc là, par exemple, il y en a un qui va écrire le cochon a mangé de temps à temps, et l'autre aura écrit ingestion. Super. Et après, il faut réconcilier tout ça. Bien sûr, exemple vrai. Les stagiaires feront leur job, mais si vous ne leur avez pas donné des consignes ultra précises, et en plus, comme de toute façon, c'est des observateurs différents, ils ont un biais. Donc c'est juste pour vous montrer que plein de choses qui ont l'air simples, et on se dit, mais non, mais c'est résolu par le machine learning, non. Bon, je vais laisser de côté le machine learning, parce que sinon, de toute façon, on est encore là cet après-midi. Juste, il y a 2 autres choses dont je voulais parler. Je ne me rappelle plus ce que c'est que la deuxième, mais la première, c'est comment ça s'appelle ? On a entendu parler du lien entre les agriculteurs et les consommateurs via les données. Ça, effectivement, c'est un truc ça s'appelle la traçabilité aussi en français, et c'est quelque chose qui est très très faisable. Alors, c'est ennuyeux la traçabilité en agriculture, parce que vous avez un beau truc qui est la donnée. La donnée, vous savez bien, une fois qu'on en a généré une, elle est là à l'infini. Et ces données, si on veut faire de la traçabilité, elles sont liées à des matières périssables, qui elles vont disparaître à un moment et puis qui sont en train de changer d'état au fur et à mesure. C'est pas simple.
Donc voilà, encore un autre problème avec la traçabilité, puis il faut réussir à gérer ça, il faut éviter que ce soit altéré par de tierces parties ou juste par les erreurs des boîtes qui font ça. Donc c'est compliqué, mais effectivement il y a pas mal de choses aussi à faire. Et puis on se dit on va faire plein d'outils pour aider les agriculteurs, mais aussi les consultants en agriculture et tout. Il faut trouver une façon de faire que les résultats de ces modèles complexes soient communiqués d'une façon utile et compréhensible aux intervenants. Donc il y a plein de travaux aussi qui font intervenir des gens, par exemple, de sciences sociales qui vont travailler sur l'acceptabilité des modèles et comment on va établir des dialogues entre les différentes personnes à l'aide de modèles qui vont leur permettre de faire, par exemple, des simulations et de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et comme j'ai oublié le dernier truc, vous y échappez. Merci beaucoup. On va passer le micro à Erwan. Bonjour Erwan. Bonjour. Merci d'être présent. Je rappelle Bonjour. Erwan, enseignant-chercheur à l'INRAE et professeur à AgroParisTech. Hop, alors voilà. Je passe ça, hein. C'est voilà. Voilà. Donc mon nom est personne. Je vais d'abord vous présenter l'établissement dans lequel je travaille en quelques mots. Et vous allez voir que les mots que vous voyez presque le plus, c'est le mot transition. Évidemment, les enjeux ont été précisés par mes collègues précédemment, qui sont liés au changement climatique, au fait de nourrir l'humanité, d'avoir une sécurité ou une souveraineté alimentaire, etc. Je représente, alors je ne suis pas le directeur scientifique d'AgroParisTech, mais j'essaye de le représenter et j'ai repris les mots-clés de la stratégie recherche de l'établissement. Et si vous regardez, ils sont précisés sur les 5 axes thématiques de l'établissement et dedans, vous voyez au moins 3 fois le mot transition. Et le mot transition, ça fait partie des enjeux, c'est être capable, pour moi c'est comme ça que je le traduis, c'est être capable de passer de l'état présent et de bien le connaître à l'état futur. Pas forcément en étant dans le futur dès maintenant. Donc la recherche est de imaginer le futur, mais la phase de transition pour aller de l'état actuel à l'état présent. Et c'est important d'avoir ça en tête, et j'ai entendu ça dans la conférence précédente, où l'important était de travailler avec les acteurs du présent pour les accompagner. Et vous voyez le deuxième mot qui n'est pas en gras, dans le diaporama au-dessus de moi, c'est accompagner. Et je pense que l'accompagnement est nécessaire, et c'est faire la transition pour passer de l'actuel au futur, mais c'est aussi pour que les chercheurs soient en connexion avec les gens, soit les consommateurs, soit les acteurs différents, qui sont, pour une grande majorité, les agriculteurs. Donc ça, c'est une présentation générale des grandes thématiques de l'établissement dans laquelle je travaille. Et après, je ne vais pas répondre sur les enjeux, je vais vous donner 3 exemples d'activités qui sont menées dans l'établissement, parce que c'est difficile à l'échelle de l'établissement de montrer tout ce qui est travaillé. Je vais simplement montrer 3 éléments. Le premier élément, c'est les travaux qui sont faits, par exemple, dans le domaine des capteurs. Alors, vous avez un capteur qui s'appelle le ROSA, par exemple. Alors, coup de chance, c'est 2 choses sur lesquelles j'ai eu un investissement personnel. Le ROSA, c'est un investissement technologique très compliqué qui n'est manipulable que par des chercheurs. Ça permet de mesurer des flux, c'est un exemple, des flux gazeux entre une surface agricole ou un écosystème et l'atmosphère. Et on a fait quelque chose d'extrêmement compliqué avec des tuyaux dans tous les sens, mais qui permettent de bien comprendre quels sont les échanges gazeux alors là pour l'ammoniac, entre une surface agricole et l'atmosphère. Alors ça, c'est manipulable exclusivement globalement que par des chercheurs. Par contre, on a également mené des recherches et développé un système qui est à droite, qu'on espère manipulable par des instituts techniques ou des organisations de surveillance de la qualité de l'air, où il y a des capteurs ultra simples, des pastilles qui sont positionnées, mais l'apport qu'on a donné, c'est de rendre intelligents les fameuses pastilles en mettant tout simplement une sorte de clapet qui permet d'ouvrir et fermer en fonction des conditions climatiques à lesquelles on s'intéresse. Donc parmi les éléments qu'on cherche à développer, c'est
capteurs, soit existants, soit nouveaux, qui permettent d'être plus intelligents pour mieux comprendre ce qui se passe. Le deuxième élément d'exemple, qui sont développés dans l'établissement, où je suis moins compétent que sur les deux premiers que j'ai présentés, c'est les croisements qui sont faits entre les sciences qui mélangent et des capteurs, et la géomatique, donc c'est les éléments spatiaux, et la modélisation. Donc, par exemple, les drones sont des choses sur lesquelles l'établissement s'investit. Donc, la manipulation des drones, c'est des choses sur lesquelles l'établissement s'investit. Par exemple, pour mieux comprendre l'hétérogénéité des sols. Et si vous regardez sur le diagramme, il y a à la fois des analyses de sol faites régulièrement avec une tarière. En même temps, un drone qui examine par réflectant ce qui se passe sur la surface, quelle est la température, etc. En tout cas, il y a plein d'éléments supplémentaires. Et une modélisation pour croiser les informations d'un capteur manuel et une visualisation faite par un drone. Donc tout ça, c'est le croisement capteur, géomatique, modélisation, qui donne, par exemple, dans le cas présent, c'est la carte que vous voyez, qui donne la cartographie de la matière organique du sol, donc toute son hétérogénéité à l'intérieur d'une parcelle. Il y a un autre exemple qui permet de simplifier la vie pour avoir la croissance et le rendement d'une parcelle agricole au cours du temps. Avec des passages de drones, on n'a plus besoin forcément d'aller faire des prélèvements un peu partout. On peut avoir, par extrapolation, des informations qui permettent de connaître la hauteur de la culture, la hauteur moyenne de la culture et son hétérogénéité pour imaginer un rendement futur et l'évolution de la croissance de la culture. Ça, c'est le deuxième exemple, soit des capteurs, soit des croisements d'informations, capteurs, géomatiques et modélisation. Et puis, où ça, par exemple? Alors, ce qu'on fait également à l'échelle d'établissement, c'est qu'on essaye de transférer ces informations, ces connaissances aux étudiants. Donc, par exemple, les drones, je ne dis pas que les étudiants maintenant apprennent à manipuler les drones, mais ils apprennent à manipuler les informations données par les drones et à faire ce croisement. Et le dernier élément que je voulais vous présenter, c'est le fait que l'établissement a des chaires de mécénat de recherche, et il y en a une qui s'appelle l'Alliance Harvest, qui permet de croiser le numérique au service de la filière agricole. Et ça, c'est le troisième élément que je voulais vous préciser. Alors, je ne vais pas détailler l'ensemble des éléments qui sont précisés sur la slide, mais globalement, c'est une façon de faire travailler l'ensemble des acteurs et d'essayer de connecter la recherche avec les milieux agricoles. Alors, j'ai une collègue également qui vous parlera plutôt des aspects relatifs à ce que fait la ferme, qui est dans les parages et qui vous parlera cet après-midi, plutôt à l'échelle de la ferme de Grignon, donc en région parisienne. Et voilà. Merci beaucoup, Erwan. Et pour finir, Jacques Ouéry, que je rappelle directeur de la stratégie de recherche et partenariat à l'Institut Agro. Bonjour Jacques, et je pense que vous allez parler aussi de la transition comme Erwan précédemment. Ça sera intéressant d'avoir aussi votre point de vue dessus. Bonjour tout le monde. Donc, je vais parler qu'est-ce que c'est que l'Institut Agro et comment on voit des choses dont on n'a quand même pas encore beaucoup parlé. On a un peu parlé, les interactions, les synergies entre la formation, la recherche, l'innovation. Donc je vais illustrer ça avec notre institut. Donc on est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche centré sur l'agriculture, l'alimentation, l'environnement et le paysage, qui est relativement récent puisque c'est la fusion de 3 écoles d'ingénieurs agro à Montpellier, Dijon et l'école de Rennes-Angers. Donc on est dans la phase de construction de cet établissement, de mise en synergie de nos forces respectives, de nos réseaux aussi de partenariat. Une des particularités de l'Institut Agro, c'est précisément cet ancrage dans les territoires à travers les écoles qui sont historiquement et pour 2 d'entre elles au moins pluricentenaires dans des territoires, donc ancrées dans la dynamique territoriale.
mais aussi à travers, je vais en parler tout à l'heure, le lien qui nous unit avec tous les établissements d'enseignement agricole, technique agricole à travers la France. Si vous regardez le slogan qu'on a mis, former, innover, transformer, la phrase qui est en dessous ne met pas le mot transition, mais le mot transformation. Bon, on a beaucoup discuté là-dessus, notamment avec nos partenaires agricoles. Il y a différentes perceptions du mot transition. Je pense qu'on converge sur le fait qu'il est nécessaire aujourd'hui non pas de dire ce qu'il faudrait faire dans l'avenir, mais où on peut aller et comment y arriver. Et chaque ferme de France ou d'ailleurs est une situation particulière, chaque filière aussi. Donc il y a bien cette idée de nous engager à travers nos différentes activités dans cette nécessaire transformation de l'agriculture et de l'alimentation et en général de transformation conjointe dans un contexte fortement marqué évidemment par le changement climatique, mais aussi, je l'ai remis, l'érosion de la biodiversité, parce que je pense que le carbone l'a fait souvent passer au deuxième plan. En ce moment, c'est l'eau, mais je pense qu'il ne faut pas oublier cette dimension. On est évidemment un établissement qui a une vocation internationale, ne serait-ce que par les échanges de nos étudiants, par les collaborations entre nos enseignants-chercheurs. Donc je ne vais pas détailler ça, évidemment. On a des relations avec de nombreuses universités ici en Belgique, probablement pas suffisantes. Et notamment, on en parlait hier avec des collègues, il y a encore des choses à faire pour que nos étudiants aillent apprendre ensemble sur les terrains des autres. Et donc là, je pense qu'il faut qu'on y travaille un peu. Et puis, en matière européenne, on s'est intégré dans le réseau ELS, dans lequel est Ghent aussi, avec l'idée là de développer une université européenne autour des questions de transformation de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement. Alors, dans une école d'ingénieurs, une particularité de nos écoles, c'est qu'on a évidemment un cœur de métier, je dirais, sur la formation des ingénieurs. On forme à peu près 2800 ingénieurs dans des tas de cursus. On a 8 cursus d'ingénieurs différents qui correspondent souvent à des besoins des filières. On a un cursus spécialisé sur l'halieutique, on en a un autre sur la vigne et le vin, on en a d'autres sur l'horticulture, d'autres sur le paysage. Et ça, c'est assez historique, mais c'est quelque chose qu'on essaie de cultiver, d'avoir des formations d'ingénieurs qui soient vraiment en prise avec les grands secteurs économiques. Le doctorat, c'est le deuxième pilier de formation. Et je pense que les deux sont importants quand on parle de lien à l'innovation, d'avoir des ingénieurs qui sont bien formés à la science et qui connaissent suffisamment les avancées de la recherche et ses limites pour pouvoir être des acteurs. Et à l'inverse, avoir des docteurs qui sont très ancrés dans la recherche, mais finalement au service de ce projet de transition, de transformation. Donc on a à peu près 400 doctorants. Mais vous voyez aussi derrière ça de nombreux autres types de diplômes qui correspondent à des partenariats dans la partie gauche plutôt avec des lycées agricoles et puis dans la partie master et doctorat aussi avec les universités. Donc c'est très difficile à gérer. On est un petit établissement finalement par rapport aux universités qui sont ici, mais c'est le prix de l'agilité, quoi. Donc il y a vraiment une équation qui n'est pas toujours facile à tenir. Un autre aspect, c'est on essaie d'être un espace de mise en synergie de la formation, de la recherche, de l'appui à l'enseignement technique agricole. Je l'ai dit, c'est une mission particulière qu'on a d'appuyer les établissements publics et privés à travers la France et maintenant aussi à l'étranger dans la transformation de leur cursus pour intégrer davantage la transition, dans leur lien à la recherche, dans leur rôle dans la recherche territoriale. Enfin, on parlait des Living Labs. Il y a beaucoup de Living Labs territoriaux qui se développent en France et les lycées agricoles sont un des acteurs importants de ces territoires. Et cette mise en synergie, elle se fait avec notre implication dans l'innovation et notre implication dans le développement durable avec les acteurs des territoires. Donc juste quelques éléments. Pour la recherche, le choix est fait de le faire
uniquement en partenariat avec des organismes nationaux. On a plus d'une trentaine d'unités mixtes de recherche, dont la plupart avec l'INRA, mais aussi avec le CNRS, avec le CIRAD ou avec l'IFREMER. On a aussi donc 16 chaires partenariales. Alors, il y a eu une illustration tout à l'heure, et je pense que ces chaires-là sont essentielles pour créer des espaces dans lesquels les étudiants sont mis en situation d'apprendre en faisant et d'apprendre en travaillant sur des questions qui sont celles du monde professionnel. Donc, dans ces chaires-là, on demande à nos mécènes non seulement de nous apporter des financements, mais aussi de bonnes questions qui sont suffisamment génériques pour qu'elles soient diffusables pour tout le monde. Donc ça, c'est important. Je ne vais pas illustrer tout l'écosystème, mais je pense que c'est ce qui fait que des établissements qui sont relativement petits peuvent, dans un écosystème comme ça, avec les bons partenariats publics-privés, finalement prétendre jouer un rôle dans la transformation des systèmes agricoles et alimentaires. Un des éléments qu'on peut apporter dans ce cadre-là, et peut-être je vais y revenir un peu, parce que je pense qu'on a quand même, à travers nos formations, mais aussi les différentes spécialités dans lesquelles les enseignants-chercheurs travaillent, on est constamment, à travers une entrée dans les problématiques qui soit à travers une filière, les besoins d'une filière particulière, soit à travers les besoins d'un territoire, soit à travers des aspects qui se déclinent plutôt au niveau de la consommation, de la distribution. Et je pense que c'est un point important parce que on a quand même l'impression parfois que l'innovation dans l'agritech, elle est nécessairement relativement sectorielle. C'est-à-dire qu'elle va traiter du biocontrôle, mais derrière le biocontrôle, pour qu'il soit efficace, pour qu'il monte à l'échelle, il va falloir l'articuler avec des variétés qui soient qui répondent mieux à ça, des modes d'organisation des exploitations qui soient compatibles avec ça. Donc cette capacité d'approcher les problèmes à travers une filière, à travers un territoire, le croisement des deux, je pense, est un terreau assez fertile pour positionner l'agritech dans une transformation qui est nécessairement plus systémique que ce que l'innovation elle-même apporte. Et d'ailleurs, on a vu des exemples. En général, il y a toujours la combinaison de plusieurs innovations. Et le dernier point, c'est le fait que la recherche, dans notre cas, parce qu'on est une école d'ingénieurs, mais parce qu'on est aussi un établissement académique très lié aux organismes de recherche, elle balaye, ça dépend des disciplines, ça dépend aussi du goût même des enseignants-chercheurs, mais elle balaye cette double dimension entre des niveaux d'application plus ou moins importants et puis des niveaux de pluridisciplinarité plus ou moins importants. Et sur la droite, je voulais mentionner qu'on peut faire ça, encore une fois, parce qu'on a à la fois des partenariats avec des organismes de recherche, j'en ai parlé, mais aussi les instituts techniques. Et on a des dispositifs. Tout à l'heure, on a parlé des UMR. Les unités mixtes de recherche, c'est vraiment un partenariat entre la recherche et l'enseignement supérieur en France. Mais on a aussi des unités mixtes technologiques qui sont des partenariats avec des instituts techniques sur une valence beaucoup plus haute dans l'échelle des TRL. Des partenariats avec les entreprises, j'ai cité les chaires partenariales, mais il y a aussi d'autres formes de partenariats. Et puis, de plus en plus, des partenariats dans les territoires où la problématique, elle est davantage celle de la co-construction avec des acteurs d'un territoire. Donc voilà, je m'arrêterai là. Mais bon, en fait, je voulais, pour conclure, dire qu'un établissement comme le nôtre est à la fois ancré dans l'agritech, on aurait pu, que ce soit lié au numérique, au biocontrôle, aux data, etc., mais aussi avec une approche très systémique de l'innovation. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Jacques. Alexandre, est-ce que vous êtes souvenu peut-être du point que vous voulez aborder tout à l'heure ? Non ? Très bien. Bon, en tout cas, merci à tous et à tous pour vos présentations. On y voit beaucoup plus clair sur les enjeux et les applications de l'agritech.
Il nous reste une petite vingtaine de minutes. J'aimerais ouvrir une discussion, surtout à propos de la transition et de la recherche. Et notamment, est-ce que pensez-vous que la recherche peut-elle éclairer les décideurs publics et privés à justement aller plus vite sur cette transition voilà, les enjeux de la recherche en agritech? Qui veut prendre la parole? Alors merci de démarrer sur cette question des transitions, parce qu'au fond, derrière les transitions, et ça a été cité tout à l'heure, il faut avoir une vision, c'est-à-dire qu'il faut savoir vers où on veut aller, parce qu'on peut être en transition en permanence, mais au fond, il faut anticiper quelques points d'arrivée qu'on va considérer comme étant importants. Voilà. Par exemple, quand on dit 0 pesticides, qu'est-ce que ça veut dire? C'est à quelle échéance? Quelles sont les recherches qu'on va conduire pour ne plus avoir besoin d'utiliser de pesticides de synthèse? L'élevage, est-ce qu'on est en capacité de dire point d'arrivée, 0 émission nette, par exemple en carbone de l'élevage? On parle de perte de biodiversité. Il y a un gros travail qui est fait actuellement en sélection génomique. On parlait des bovins tout à l'heure, pour remettre de la diversité génétique, y compris dans les schémas d'amélioration génétique, où au fond on va critiquer un certain nombre de pratiques pour au fond réduire, augmenter beaucoup la consanguinité. Donc je pense que ce qui serait intéressant, c'est que on discute au fond d'un certain nombre de ces points d'arrivée. Et j'ai bien retenu ce que disait mon collègue de droite, informaticien, c'est que les données sont compliquées, il faut les agréger, il faut les rendre accessibles. On peut être dans la déclaration de choses, au fond, faciles à dire, difficiles à réaliser, mais il est quand même indispensable que, quand on va parler de recherche, on se mette en situation de point d'arrivée extrême pour arriver, au fond, à débloquer des verrous et à identifier des leviers d'action. Et là où on a besoin du terrain... C'est et là je reprends ce qu'a dit Erwan Persson, nous dans nos laboratoires on peut trouver des choses qui sont très belles, très compliquées à mettre en œuvre, utilisables que par des chercheurs, mais en fait il faut aussi trouver des solutions qui sur le terrain vont permettre de répondre à un certain nombre de questions qui sont posées et qui doivent au fond être développées à des échelles qui permettent d'être industrialisées. Voilà. Mais je pense que quand on pose des questions de recherche sur la transition, il faut forcer le trait sur les points d'arrivée. Peut-être pour compléter la question, alors ma modeste expérience du travail avec les décideurs, qu'ils soient publics ou privés, c'est que finalement, ils ont besoin de deux choses. Il y a la démonstration, et on peut faire ça, on peut aller vers ça. Et ça renforce le rôle quand même que jouent les établissements de recherche, les établissements d'enseignement, qui ont la capacité d'investir dans des expérimentations. Il y a beaucoup d'exemples, on en a vu hier par exemple, mais il y en a, je pense, un peu dans toute l'Europe. Je sais qu'à INRAE par exemple, les domaines expérimentaux ont beaucoup évolué et aujourd'hui ils sont quand même utilisés pour faire la démonstration de ce qu'on peut changer à l'échelle de toute une ferme si on change tout. Donc c'est cet aspect démontrer, montrer, voir. Et après, il y a la dimension quantifiée, c'est-à-dire d'être capable de voir comment, au-delà de cet exemple, on peut aller très haut. Et dans ce cas-là, je pense qu'on est souvent, aujourd'hui, un peu en défaut de cette capacité de pouvoir démontrer, quantifier, que des trajectoires de changement sont possibles, combien ça va coûter, sur quoi ça va jouer. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de recherche là-dedans, mais c'est certainement un domaine sur lequel il y a besoin d'un investissement, cette capacité nécessairement interdisciplinaire, nécessairement transfrontalière, de pouvoir démontrer avec les bonnes données, les bonnes méthodes, que c'est possible de changer, quel en est le coût et quelles sont les trajectoires qu'on peut suivre. Après, c'est au décideur de décider laquelle il veut se favoriser. Oui, quand on parle évidemment avec des responsables politiques, on sait qu'ils attendent une réponse pour le lendemain, quoi. Et quand on parle avec les chercheurs, on sait qu'on propose une réponse pour dans 30 ou 50 ans, quoi. Et la grosse difficulté auquel on est confronté, je trouve, aujourd'hui, c'est que beaucoup de choses s'accélèrent, quoi. On parle de transition, mais en fait, cette transition, elle s'accélère même
plus vite que ce qu'on aimerait bien la voir devenir. Et du coup, je pense qu'on va être confronté à la difficulté que, on va devoir faire beaucoup plus preuve de pragmatisme. Et par exemple, les Living Lab peut-être vont dans ce sens-là, essayer de pouvoir répondre quand même le plus rapidement possible, même si notre réponse n'est pas parfaite. Parce que c'est un peu ça la difficulté, c'est qu'on a envie toujours que la réponse soit parfaite, qu'elle corresponde à tous les cas qui pourraient se présenter, etc. Mais je pense qu'il va falloir accélérer le transfert. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est peut-être qu'il va falloir imaginer des systèmes les plus résilients possibles. Parce que on est aussi confronté on parle du changement climatique, on imagine ce qui se passe dans 50 ans, mais en fait on se rend compte que tous les jours on va devoir être confronté à des dispositifs qui sont dès aujourd'hui capables de réagir à des modifications importantes. Ça c'est pour le changement climatique, mais on voit aussi le changement politique, on en a parlé tout à l'heure, on est aussi confronté tout à coup brutalement à des situations qu'on n'a jamais connues, en tout cas au cours de ces 30 dernières années, et qui impliquent une capacité à proposer des solutions qui sont quand même flexibles et résilientes. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il est difficile de travailler quand on est dans une recherche très en amont et qu'on a envie de comprendre dans le moindre détail comment fonctionne un écosystème, par exemple. Donc voilà un peu le grand écart entre le chercheur et le politique et la nécessité d'accélérer les réponses. Ouais, alors moi, deux choses. Alors déjà, personnellement, le coup de faire aller plus vite, je comprends le besoin, mais je pense que le Covid nous a montré que demander aux chercheurs de parler vite sur les plateaux télé, c'était une bêtise. Et justement, comme on parlait des points d'arrivée, de possibles transitions, si on veut transitionner vite, il y avait eu une expérience alors je ne me rappelle plus très bien d'où ont été faits ces rapports. Je crois qu'il y en a un de la FAO, il y en avait un qui a été fait en France avant, mais mes collègues me compléteront, de justement faire des scénarios de simulation. On veut il va falloir nourrir une grande population, et en même temps, comment on va faire pour nourrir cette population de façon durable et tout. Il y avait eu, au moins dans le rapport français, 5 scénarios qui avaient été étudiés par les chercheurs. Il n'y en a que 2 qui marchaient. Soit un scénario écolo extrême, mais vraiment très extrémiste, qui privilégiait en fait donc le côté durabilité du front de Pareto. Et puis l'autre, c'était industrialisation extrême, parce que c'était efficace. Et donc on mangeait tous. Mais par contre, c'était pas très très écolo. Les scénarios intermédiaires, dans leur simulation, se sont tous cassés la figure. Donc c'est juste, on peut aller vite, mais justement, le point de où est-ce qu'on va, attention. Et il faut se rappeler qu'est-ce qui est notre objectif principal. I'm going back to the... Merci, j'en reviens à la question originelle. Les chercheurs peuvent-ils aider les politiciens et décideurs politiques? Ah oui, tout à fait, sans aucun doute. Je vais peut-être vous partager quelque chose de mon expérience. Il y a 10 ans de cela, j'étais lobbyiste aux institutions européennes à Bruxelles et je travaillais sur les organismes génétiquement modifiés. En tant que scientifique et sur base des dossiers de sécurité, nous savons que ces plantes sont tout à fait sûres. Tous les Américains les mangent, les animaux les mangent aussi. Nous savons que leur consommation est sûre. Ces organismes sont également passés au travers des mailles de la procédure d'approbation. Néanmoins, aucun de ces produits n'a été approuvé jusqu'à maintenant. Aucun de ces produits ou de ces plantes n'est cultivé. Alors je dis peut-être pas encore, mais en réalité peut-être que ça n'arrivera jamais. Je pense qu'il y a toute petite culture en Espagne. Mais c'est un exemple. La biotechnologie nous permet de résoudre énormément de problématiques. Cependant, les décideurs politiques sont portés par certaines communautés et ne souhaitent pas toujours faire appel à ces solutions. Et cet aspect est essentiel et les chercheurs doivent en tenir compte. Nous savons que nous devons entamer un dialogue
Mais nous savons aussi que ceux à qui nous proposons des solutions doivent vouloir les utiliser. Nous pouvons tous faire des choses magnifiques, nous le savons. Nous faisons des publications dans des journaux académiques et nous savons que nous pouvons apporter des avancées majeures. Nos communautés sont-elles prêtes cependant? Et ça, c'est la question où c'est là que le bas blesse. Intelligent d'aussi bien que mes collègues. Je pense qu'on a besoin absolument de bien faire communiquer les chercheurs et la société civile. Parce que sur la qualité des données, le chercheur, il va, et moi je suis chercheur dans l'âme, il va chercher à améliorer le matériel avec tous les tuyaux pour être précis au millième. Et la société a besoin de savoir si c'est une bonne solution ou pas. Est-ce qu'elle est... Il ne va pas chercher il ne va pas être au pouillème. Donc il faut faire que les deux extrêmes existent. Parce qu'il faut d'une certaine façon que le chercheur il soit vraiment absolument sûr. Donc il faut absolument qu'il ait les moyens de le faire. Il faut aussi que la société sache vers quelle direction elle va. Et ça a été dit précédemment. Mais ne pas les faire communiquer, c'est aller un peu dans le mur. Il y en a qui vont continuer d'améliorer le système avec tous les tuyaux dans tous les sens. Et puis, la société pourrait faire des choix agricoles ou autres qui ne sont pas forcément les bons. Donc, le fait qu'il y ait des interactions entre les étudiants qui vont être ingénieurs, qui vont être chercheurs, et la société, c'est très bien, et les chercheurs, c'est très bien. Mais il faut, moi, je suis très content d'être souvent en contact dans des chaires avec des gens, des sociétés privées, des grosses ou des petites, qui nous disent non mais nous on a juste besoin d'avoir cette réponse-là qui est à peu près solide. Et en fait ça nous remet parfois les pieds sur la terre, les pieds sur terre. Et c'est vraiment important d'avoir cette façon de communiquer. Il y en a qui vont dire il y a besoin de sous, en fait il faut des sous, il faut des gens, il faut du temps, mais en premier il faut le faire. Et peut-être que les moyens c'est l'argent, mais d'une manière ou d'une autre il faut le faire. Et j'ai l'impression, alors je me sens jeune. Il faut le faire parce que nous avons besoin d'assurer un monde vivable. Et le monde vivable, on a la chance d'être en France, et je pense, en France, pardon, ou en Belgique, ou en Europe. Mais il n'y a pas que les Européens. Et ce qu'on peut faire, si ça peut se transposer ailleurs, ça fera un monde français, européen, belge, etc., sûrement plus vivable. Parce que si ce n'est pas vivable ailleurs, ça ne sera pas vivable chez nous aussi, qu'on soit en France ou en Belgique. Bien sûr, et ça reprend ce que Jacques disait tout à l'heure, c'est la nécessité de davantage comprendre le comment que le pourquoi, ce que vous avez dit tout à l'heure, je pense. Oui, c'est vrai que on peut être surpris aujourd'hui de voir, il y a pratiquement un consensus sur le pourquoi il faut changer, vers quoi il faut aller. Enfin, c'est décliné de façon un peu différente selon les gens, mais vous prenez même les positions les plus extrêmes. Il y a quand même un certain consensus sur le fait qu'il faut changer et il faut aller vers quelque chose qui produise à manger, mais en même temps qui est parfois même régénère ce qu'on a perdu en termes de biodiversité, de qualité des sols. Et on peut être un peu surpris, étonné de voir qu'il y a on passe autant de temps à se dire pourquoi il faut le faire, vers quoi on va aller. Et honnêtement, il n'y a pas aujourd'hui un investissement énorme sur comment on équipe, que ce soit la recherche, que ce soit le conseil agricole, que ce soit les réflexions stratégiques des entreprises, pour pouvoir construire avec les gens et accompagner ces différentes trajectoires, en sachant que si tout le monde veut avoir une transition agroécologique, mais le principe de base de cette approche, c'est qu'il n'y aura pas de solution unique. Ça va dépendre de tellement de facteurs que en fait, le problème est plus de comment on développe des outils et des connaissances et des systèmes de conseil pour accompagner ces multiples trajectoires et les piloter, que de savoir vers où aller. Donc je pense qu'il y a aussi là un besoin de modifier. Alors je parle de la recherche, je parle de la formation aussi,
mais aussi peut-être dans les processus d'innovation. Hein. Et je pense qu'on a vu quelques exemples quand même, en discutant ça et là, d'entreprises qui sont plus sur le comment trouver la solution la mieux adaptée à chaque situation, plutôt que de rester sur un concept. Voilà, j'ai un produit et il va vous régler tous vos problèmes. Enfin, on a eu un exposé là ce matin qui allait dans ce sens-là. Juste pour compléter, je pense que notre responsabilité en tant que scientifique et puis responsable d'organismes de recherche, responsable aussi de recherche, c'est au fond d'irriguer par des connaissances scientifiquement fondées des décideurs politiques qui n'ont pas le même agenda que nous. Alors leur agenda nous agace, hein, parce qu'au fond le court-termisme pour nous n'est pas compatible souvent avec du changement profond, comme on a le sentiment qu'on a besoin. Mais en même temps, il y a une forme d'urgence quand même climatique que tout le monde relève, avec des actions à conduire dans les années qui viennent. Donc au fond, le temps court nous rattrape pour la recherche. Et on ne peut pas faire comme si nous, il fallait 20 ans devant nous pour, au fond, répondre aux urgences climatiques. L'urgence climatique, elle est vraiment là. Et on nous parle de 4 degrés auxquels il va falloir s'adapter, alors qu'il y a quelques semaines, on nous parlait encore simplement de 2 degrés auxquels il fallait s'adapter. Donc il y a une forme de renoncement auquel il ne faut pas se laisser aller. Et en fait, je prends l'exemple d'INRAE, là, où je travaille. On est très sollicité, au fond, pour apporter des éléments de réflexion aux politiques publiques. Nous, on est financé par 2 ministères, le ministère de la Recherche, le ministère de l'Agriculture. Il y a des lois qui sont portées. On est sollicité pour la nouvelle loi d'orientation agricole. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment il faudrait s'organiser? Donc, au fond, les organismes de recherche sont sollicités aux côtés de plein d'autres partenaires pour contribuer à ces lois d'orientation. Et ensuite, il ne faut pas se tromper de métier, c'est-à-dire qu'un politique, son métier, c'est de faire de la politique, de décider, de trancher. Et nous, au fond, on est vraiment là pour apporter des connaissances les plus fondées possibles. Et on ne serait pas fâché que le monde politique soit peut-être un petit peu mieux renseigné sur des fondements scientifiques, mais ça, apparemment, ils ont tous fait la fresque du climat, donc... Non, mais bon, au fond, on se rend compte que ces mondes-là se parlent... souvent, mais pas forcément tout le temps sur le vrai fond des choses. Donc ça, on a des progrès à faire. L'interdisciplinarité, elle doit se faire aussi avec le monde politique. Et je citerai bien ici un ouvrage là, de Pierre Charbonnier qui s'appelle « Abondance et liberté ». Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire cet ouvrage. Mais c'est un ouvrage assez remarquable en fait, qui montre combien la manière dont on va exercer notre liberté dans l'avenir va être conditionnée par l'accès aux ressources. Et pendant très longtemps, on a considéré que les ressources étant illimitées, au fond, ceux qui avaient de l'argent, ils avaient une liberté absolue. C'est plus le cas maintenant, en fait. C'est-à-dire que le partage des ressources va restreindre la liberté de tout le monde, les riches comme les pas riches. Voilà. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. C'est qu'on doit, au fond, alimenter on doit alimenter le secteur politique avec vraiment des choses qui sont scientifiquement fondées, incontestables, qui vont lutter contre les complotismes et les fake news. Il faut être vigilant par rapport à ça, et le lien, la médiation scientifique, le lien avec la société, au fond, il est à tous les niveaux, avec aussi bien les entrepreneurs que les scolaires, qu'il faut inciter aussi à aller vers la science. Et en fait, les politiques, c'est eux qui font les politiques d'incitation, avec derrière, au fond, des incitations financières qui vont être calibrées en fonction du degré de changement auquel on veut que, par exemple, les agriculteurs soient conduits. Et derrière ça, nous, on a une responsabilité en fait assez forte à produire la meilleure science possible, à la communiquer par tous les moyens. Et nous, il faut qu'on diversifie la manière dont on publie nos résultats, parce qu'il y a toute une forme de communication au-delà des publications scientifiques sur lesquelles, en fait, on est évalué. Et au fond, le lien à l'innovation, le renouvellement des partenariats, c'est quelque chose qui est totalement clé pour l'avenir de l'agriculture. Une dernière petite chose à ajouter ? Non. Ok, donc mieux communiquer pour mieux répondre aux enjeux de l'agritech. Je pense que c'est une bonne conclusion. Merci infiniment à toutes et à tous d'avoir participé à cette conférence. Merci pour vos éclairages et merci beaucoup à l'audience également.